Cette vidéo a pour but de formation seulement et ne détient aucune information sensible. Nous allons voir dans cette vidéo le HMU, donc Hydro-Mechanical Unit, c'est encore pour le contrôle de notre carburant, mais de façon hydraulique. Donc on va voir tout simplement que le gouverneur entraîne directement le piston afin de moduler la quantité de carburant. Et à la fin, nous verrons un peu le système électronique qui vient enlever, dans le fond, les gouverneurs et les ressorts de nos systèmes de contrôle. Voici l'ensemble de l'intérieur d'un contrôle de carburant mécanique. Donc, on va voir chacune de ces images-là à travers la diapositive. Ici, c'est la partie vraiment qui va mesurer la quantité de carburant qui entre dans notre moteur. Donc, vous avez le côté fuel inlet, donc l'arrivée de carburant qui vient de la pompe, qui va entrer dans un plunger en anglais. En français, bon, on peut avoir plongeur aussi, là, ce qui est commun, mais ça peut être une clavette coulissante, ou simplement un piston qui va se déplacer. Donc, vous voyez que l'arrivée du carburant arrive dans le rétrécissement du piston et va tenter de sortir du côté sorti, mais un grossissement de diamètre du piston va faire en sorte d'obstruer, dans le fond, le trou de sortie. Donc, c'est ça qui va, dans le fond, mesurer la quantité de carburant qui s'en va au moteur. Sur ce schéma, on voit notre piston en haut à droite qui peut glisser de haut vers le bas. À sa gauche, nous avons la pompe de carburant du moteur et le réservoir un peu en haut de la pompe. Donc, le carburant est pompé du réservoir par la pompe. La pression s'en va vers le piston et ce piston monte et descend pour envoyer plus ou moins de carburant aux gicleurs qui sont tout à fait en bas. Donc, c'est les trois espèces de conduits ouverts vers le bas. Donc, c'est tout à fait simple. C'est comme ça qu'on peut avoir un carburant qui est mesuré. Nous avons ajouté quelques détails du dessin précédent. Donc, on a une soupape de débit minimum de carburant. C'est elle qui va assurer, dans le fond, que le moteur reste encore vivant, donc encore avec une flamme à l'intérieur, même si le pilote demande une décélération très rapide. Donc, une coupure de la puissance très rapide, le piston va complètement fermer son orifice du bas, mais le carburant va être capable de passer à travers la soupape ou l'ajustement du débit minimum de carburant, parce que c'est un ajustement, c'est quelque chose que vous pouvez, dans le field, aller ajuster. Donc, la soupape différentielle de carburant est là pour maintenir une pression constante dans le circuit. Pourquoi une pression constante dans le circuit? Bien, si la pression varie, la quantité de carburant qui va au gicleur va varier aussi. Donc, son fonctionnement, vous voyez, il y a un piston qui bouge de droite à gauche avec un ressort qui est à la droite du piston. Donc, normalement, le piston va tout le temps être fermé. La pression la plus élevée va tout le temps être celle à la sortie de la pompe, donc à gauche du piston. Et la pression la plus faible va être à la droite, celle qui passe à travers notre soupape de contrôle. Pourquoi la pression est plus basse à droite? Ben, c'est justement parce que le carburant a été contrôlé, donc on a une plus petite pression. Donc, les ingénieurs ont placé un petit ressort pour compenser la perte de pression du carburant qui passe dans la soupape régulatrice de pression. Et c'est comme ça que le piston va se déplacer pour maintenir, dans le fond, la pression constante dans les gicleurs. Le surplus de carburant qui va passer à gauche du piston va tout simplement retourner soit dans le réservoir ou soit dans la pompe. La soupape de surpression est là justement pour prévenir, dans le fond, un surplus de pression. Il faut comprendre que la pompe est capable de pomper jusqu'à 100 PSI, mais 1000 PSI.
Donc, c'est très destructeur. Ça prend un bon boîtier solide pour maintenir cette pression-là dans un conduit. N'oubliez pas que la pression atmosphérique est de 14,7. Donc, 1000 psi, c'est quand même pas mal. Donc, la soupape de surpression est là pour prévenir les bris du boîtier, donc de la pompe et du contrôle du carburant. Et le ressort que vous voyez à gauche du piston va tout simplement être égal à la force de 1000 psi. Donc, lorsque on arrive aux entours de 1000 psi, la pression de carburant va être assez élevée pour pousser le piston et compresser le ressort, et le carburant va pouvoir retourner vers le réservoir. Nous avons ici le circuit complet de carburant. Donc, vous reconnaissez tout ce qui est en rouge par rapport au schéma précédent. On a ajouté une espèce de bonhomme les bras dans les airs avec un ressort à la place de la tête. Donc, ce qu'on appelle tout simplement un gouverneur. Et à droite, on a rajouté tout simplement une membrane avec un piston qui va régulariser le carburant selon la pression atmosphérique. La soupape de densité est responsable de garder, dans le fond, le débit de carburant tout le temps au maximum, même lors des changements d'altitude. Donc, on voit en bleu la pression du compresseur et en dessous la pression atmosphérique. Donc, si on considère l'avion qui décolle, la pression atmosphérique est assez grande, donc le piston va être vers le haut et il va y avoir du carburant qui va être déplacé vers le réservoir. Ce ne sera pas tout le carburant mesuré qui va s'en aller au gicleur, mais une certaine quantité parce que on a beaucoup d'air, on a beaucoup de pression d'air, donc le moteur a moins besoin de carburant. Et plus la pression atmosphérique va diminuer, plus la soupape va se fermer et ainsi, plus de carburant va entrer dans la chambre à combustion. Donc, on va avoir une puissance qui va rester constante. Le gouverneur fonctionne comme sur votre moteur Honda. Donc, plus la force centrifuge est grande, plus les masselottes vont s'en aller vers l'extérieur, vont s'éloigner. En s'éloignant vers l'extérieur, le milieu va monter et à ce moment-là, va attirer le piston vers le haut. Donc, si les masselottes qui sont entraînées par le compresseur augmentent de vitesse et vont à l'extérieur, ça veut dire qu'on fait rentrer trop de carburant. Et vous voyez la conséquence, le piston va monter, va diminuer la quantité de carburant vers les gicleurs et le compresseur va diminuer son régime. Et la même chose, si on a une diminution de vitesse, à cause du ressort, les masselottes vont s'en aller vers l'intérieur. En s'en allant vers l'intérieur, le piston va pouvoir descendre et augmenter la quantité de carburant vers les gicleurs. Question de compréhension. Pour augmenter la puissance du moteur, est-ce que le pilote doit augmenter la tension du ressort RPM ou il doit diminuer la tension de ce ressort-là? Donc, le système de contrôle des moteurs d'aujourd'hui, on appelle ça un FDEC, un Full Authority Digital Engine Control. Donc, ce contrôle-là va aller chercher une vingtaine de paramètres du moteur, température, pression, vitesse, et va envoyer ça dans un ordinateur qui va calculer, dans le fond, les valeurs des paramètres et envoyer le carburant nécessaire. Généralement, dans un moteur, ce qui fait défaut, c'est le connecteur entre la sonde et le câble. Pourquoi? Parce qu'on a une grande masse dans ce connecteur-là et les vibrations font que les pins et les sockets, donc la partie femelle et mâle du connecteur, frottent et en frottant s'usent, qui crée un espace, c'est des arcs électriques et à un moment donné, on a un problème intermittent. Dans un système FDEC,
on a ces deux ordinateurs qui contrôlent le carburant. Donc, de la manière que c'est fait, c'est que les ordinateurs vont se communiquer ensemble et ils vont communiquer avec chacune des sondes qui sont doubles. Donc, si on prend la sonde NH, donc N pour la révolution, H pour le Air Pressure Compressor. Donc, notre sonde a deux bobines. Donc, les deux signaux s'en vont à l'ordinateur 1. Et l'ordinateur 2 aussi reçoit les deux signaux. Il y a un premier calcul dans le software et la différence ne doit pas dépasser normalement 10 RPM. Ensuite de ça, l'ordinateur 1 va communiquer avec l'ordinateur 2 et vont vérifier la valeur de NH, des sondes numéro 1 et des sondes numéro 2. Et là aussi, le software est fait en fonction de ne pas dépasser, de ne pas avoir un différentiel plus que de 10 RPM. Et si tout est dans les limites, il n'y a aucun problème. Sinon, il va y avoir une lumière jaune qui va allumer dans le cockpit comme quoi on a un problème mineur. Si c'est une lumière rouge, ben le pilote est obligé de descendre, d'éteindre le moteur et d'atterrir immédiatement. Donc, dans notre FADEC, le backup de l'ordinateur est un autre ordinateur. Donc, si un des deux ordinateurs brise, ben, on va tout simplement envoyer le signal au pilote comme quoi il y a un des ordinateurs qui est brisé, et le moteur va être contrôlé par l'autre ordinateur. Donc, on a un autre software dans les ordinateurs pour dire s'il fonctionne avec les deux ordinateurs connectés ou juste avec un ordinateur. Et imaginez que lorsqu'on a plusieurs moteurs sur l'avion, ben, il y a aussi une communication avec l'autre moteur. Donc, dans le software, il y a une reconnaissance si l'ordinateur reçoit les signaux de l'autre ordinateur du même moteur, mais aussi va aller vérifier l'autre moteur dans quelle gamme de puissance il est. Donc, ça fait beaucoup de communication entre les ordinateurs. Avec l'arrivée de nos ordinateurs dans l'aviation, les contrôles moteurs ont beaucoup changé. Donc, on envoie les signaux à travers notre ordinateur et l'ordinateur lui va envoyer des signaux électriques pour faire bouger les soupapes afin de modifier l'arrivée de carburant. Donc, les gouverneurs et les ressorts ont laissé place à des ordinateurs. On a deux appellations, le EEC, le EEC et le FADEC. Donc, le EEC, c'est Electronic Engine Control et le FADEC, c'est Full Authority Digital Electronic Control et certains l'appellent le Full Authority Digital Engine Control. Donc, la différence entre les deux, entre le EEC et le FADEC, le EEC, c'est un ordinateur qui contrôle le moteur et le backup, donc si l'ordinateur brise, le mécanisme qui va venir en secours va être un mécanisme mécanique. Tandis que le FADEC, c'est deux ordinateurs. Donc les deux ordinateurs vont toujours travailler. S'il y en a un des deux qui brise, l'autre va prendre la relève.